Bon, c'est assez surex, mais c'est joli aussi. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pas mis d'enregistreur. Tout le son vient de la caméra. Mais je pourrais aussi utiliser un enregistreur externe sur la caméra avec un câble jack maintenant que j'en ai un. Mais en même temps, je crois qu'on entend aussi comme ça, le son est pas mauvais non plus, donc je sais pas, je pourrais essayer aussi d'acheter un micro cravate. Il n'est pas trop cher, mais bon, on verra un peu peut-être plus tard. De toute façon, je sais pas. Parce que je vais essayer quand même. Hop. Donc là c'est bon, je viens de brancher un... Là. Monte un peu le son. Ouais, donc là ça pique. Bon. Je sais pas encore très bien régler cet enregistreur, mais... Bon, il y en a un de toute façon. Donc je l'ai pas branché avec le câble jack, j'ai juste mis sur l'appareil photo. Donc on a une source de son en plus. Bon. Donc je vais peut-être essayer de faire un petit peu de récapitulatif de mémoire. Pour faire le point sur ce que m'ont dit les professeurs pour l'instant. Ouais, on va faire ça. Donc, en fait, bon, le temps passe assez vite. J'aimerais passer plus de séances à faire ce que je fais là, comme ça. Et en même temps, bon, finalement, en termes de temps, ça s'accumule aussi, ça fait beaucoup. Voilà, à chaque fois que les plans que je fais, là, durent une demi-heure, parce que ça correspond à la limite technique de la caméra. C'est que des fois j'en fais plus, mais il faut que je relance la caméra toutes les demi-heures. Donc ça fait un espèce de cadre temporel qui fait que toutes les demi-heures je me pose la question de est-ce que je recommence ou pas. Il y a un cadre qui est le cadre de l'écran, comme ça là. Voilà. Hop, je vais là comme ça là à peu près. Et donc il peut changer avec la focale, mais souvent pour l'instant je l'ai mis à 14 mm, ce qui correspond à un équivalent 28 en plein format. Les paramètres de la caméra se basent de manière assez... en fonction de la lumière, mais bon... c'est un peu instinctif quoi, et puis... je fais pas trop de réflexion, je prends un peu les paramètres qui passent bien, et puis... Mais bon, sinon c'est du 1080p, et 1080p à 50 ou 25 images par seconde, souvent je mets plutôt 25 images par seconde. Bon,
mais ça peut être 50 si j'anticipe le fait que ça pourrait être ralenti. Et après je l'oublie, donc voilà, il y a bon, du coup tout ce qui est la caméra est mise sur un trépied et je l'active un petit peu comme ça sur l'instant. Donc c'est sur le moment où je me dis tiens, là j'ai un truc que je sens que je pourrais faire une session, donc je lance la caméra, voilà. Mais je vais pas non plus tout le temps. Bon, j'ai pas noté, j'ai pas dit à chaque fois quelle heure il était, quel temps il était. J'espère que la caméra l'enregistre dans les métadonnées. J'ai pas vérifié encore. Mais de toute manière, pour l'instant, ça a toujours été dans mon appartement. Enfin, c'est un appartement que je sous-loue du coup à un ami pour l'instant pendant quelques mois. Mais bon, c'est bien quand même parce que j'habite dedans quand même. Et donc voilà, il y a donc c'est plutôt intéressant de penser l'appartement parce que l'appartement c'est l'endroit où enfin c'est l'espace domestique en fait. Et je crois que c'est important l'espace domestique. C'est peut-être plus important que, enfin je sais pas si c'est plus important, mais c'est voilà, c'est pas un espace de travail, c'est pas l'espace de l'atelier, c'est pas l'endroit où on va, même si j'aurai peut-être à y bosser plus tard, pour l'instant j'ai pas les clés donc je peux pas y aller et je peux pas m'installer quelque part, mais j'aurais pu aussi filmer dans la rue ou filmer à l'école par exemple et j'ai pas fait, je l'ai filmé ici. Déjà parce que c'est plus facile, parce qu'il y a l'appareil photo qui est sous la main, qui est immédiat, enfin qui est vraiment, qui permet de faire les choses sans préparation, ça c'est intéressant. C'est ça qu'on capture l'instant, on capture un moment, une énergie sur un moment donné. Et ça me semble important vraiment, il y a une fluidité. Et deuxièmement, il y a, voilà, c'est que l'espace domestique, il est symboliquement assez intéressant parce que c'est l'espace assez intime, c'est l'espace protégé aussi, et même dans la diffusion, il faut que je le pense comme tel aussi, je crois. Parce que là, du coup, je me sens assez libre de parler et tout ça, mais peut-être que parce que justement, c'est un peu protégé de l'extérieur, mais en dehors de ça, ça sera un peu plus compliqué. Bon, c'est un truc qu'il faudrait que je... Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, je regarde, enfin, quand je faisais comme ça avec le cadre, si j'y pense, c'est parce qu'en fait, je peux regarder juste à droite de la caméra, ici. Là, je regarde la caméra, là, je regarde dans les yeux du spectateur, et là, je regarde juste à côté, ça peut être un petit peu étrange, mais c'est qu'en fait, je regarde l'écran amovible, que je peux bouger comme ça, et donc du coup, je peux avoir un retour immédiat. C'est ça que j'ai un peu un miroir immédiat de ma place dans le cadre. Voilà, mais je peux aussi l'enlever, donc on ne le voit pas quand je l'enlève, hein. Mais là, du coup, je vois... Voilà, ça va plus bouger. Mais si je fais comme ça, le trépied n'est pas très stable. Si je fais comme ça, là, je ne vois plus ce qui se passe, je ne sais plus où je suis dans le cadre, en fait. Donc je peux bouger un peu et je ne suis plus dans le cadre. Donc, mais c'est pas trop grave, en fait. Je sais que ça va être capté plus ou moins, mais le rapport au cadre, il va être un peu différent. C'est ça que quelque part, là, je ne suis plus mon propre cadrage. Donc là, par exemple, on aurait un retour immédiat, enfin un retour un peu... comme un live, on pourrait dire un retour caméra, et là maintenant je dis j'y ai pas accès. Donc qu'est-ce que ça change le fait que j'y ai pas accès? C'est une possibilité. Voilà. Donc en termes de captation, donc j'ai ces éléments-là de captation avec la caméra, j'en ai quand même pas mal. Bon, qui correspond à souvent donc, des sessions, ce que j'appelais comme des sessions, des moments comme je fais là, un petit peu de parlotte un peu improvisée, où je sais pas trop ce que je vais dire, mais je sens que je suis dans un moment où j'ai envie de parler par exemple, où je sens que c'est un moment en fait où je me sens assez dans une forme un état d'improvisation en fait, un état particulier, peut-être hypnagogique ou de transe, où en fait j'ai pas trop de retour sur ce que je dis et je sais pas tout contrôler, et donc du coup ça va être un petit peu une espèce de moulin à parole, on peut dire un peu peut-être, mais une manière je sais que je peux alimenter un flux, quoi, comme ça. Et donc c'est un moment où je me sens prêt à être devant la caméra, quoi, voilà, bon. Mais bon, si je suis par exemple un peu malade ou quoi, je vais peut-être pas le faire. Enfin, je sens que c'est le moment pour le faire, donc voilà. Comme là par exemple, c'est un peu particulier parce que là du coup on est mardi matin, j'ai lancé une lessive au lavomatique à côté,
Et puis comme ça durait une demi-heure, je suis revenu à l'appartement qui est à côté et je me dis j'ai une demi-heure pour... Ça correspond pile poil à un moment de session, donc autant en faire une, quoi. Voilà. Aussi parce que je voulais en faire une, donc... Mais... voilà, donc il y a les moments de caméra. Il y a... bon, je pourrais aussi filmer avec mon téléphone portable. Alors, j'ai filmé 2 fois avec mon téléphone portable avant de le faire avec la caméra. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment bien, peut-être que je le ferai un peu après. Mais comme les moments où je l'ai vraiment commencé, ça a été vraiment ici. La première séquence, je l'aime bien, elle est avec, quand je fais de la cuisine et tout. Et où je parle vraiment du mémoire, je pense que c'est là vraiment que ça a un petit peu acté. J'avais essayé de faire un premier essai au téléphone avant, comme ça, en parlant dans la rue. Mais en fait, je crois que c'est un petit peu un espèce de petit test et un petit brouillon, et en fait, c'est peut-être... Bon, je pense que ça compte pas. On va dire que ça, c'est pas le mémoire, et le mémoire, c'est plus quand je commence ici, parce que ça me semble plus cohérent pour le coup. Donc, de dire le premier truc qui acte, ce sera le moment où je fais la cuisine avec où je parle du sujet. Ou du non-sujet. Et il y a aussi des moments où j'ai enregistré avec l'enregistreur externe, là, que j'ai mis au-dessus de la caméra, où je me suis enregistré 2 ou 3 fois à faire de la musique. Et le son est plus proche, du coup, beaucoup plus qu'avec la caméra, où on sent que c'est un peu... Mais là, ouais, faire de la musique donc sur un piano ou sur une guitare. Souvent en improvisation aussi, et d'ailleurs c'est pour capter aussi un moment, c'est-à-dire c'est un moment où j'improvise, où j'ai quelques accords dans les mains, que je peux reproduire sur le moment, mais que je vais oublier assez vite derrière, ou alors ils vont être juste dans une mémoire que je vais pas pouvoir... qui va revenir à un moment donné, mais que je sais pas trop quand. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est vrai que je me rendais compte que par exemple le dernier enregistrement que j'ai fait à la guitare, je faisais du coup en chantant un truc du style pa 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 pa, un truc comme ça, et en fait c'est le même que je faisais au piano avant. Donc il y a bien une mémoire qui a été transmise inconsciemment et qui s'est reprise ici, mais que j'avais pas anticipé. Enfin, je pensais pas à l'avance que je referais cette parole-là, dont je me souvenais plus tellement l'air en plus. Même là, j'arrive pas à le faire, par exemple. Mais bon, il faudra peut-être recomparer, je sais pas. Donc voilà, en termes, donc, bon, ça j'avais déjà dit aussi, mais en termes du coup de choses qui ont émergé jusque-là, ça a été donc des moments de cuisine, des moments où je parle, des moments où je me tais aussi, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste, c'est pas juste du texte, c'est aussi une certaine un ton, une manière de parler aussi. Donc de différentes manières, il y avait des fois où c'était assez je veux dire, engagé, un peu énervé même contre ce que j'imaginais être des contraintes sur le mémoire. En fait, bon en ayant une pluralité de professeurs qui nous disent des choses, je vois qu'en fait c'est assez libre et que... Mais forcément, moi, dès qu'il y a une frustration, je m'énerve assez vite et j'intériorise assez vite en fait. Et là, c'est comme si ça faisait un peu un catalyseur. En même temps, quand je me revois dans les vidéos, je suis pas vraiment énervé, je suis juste en réaction en fait, une espèce de réaction, et j'essaie de me protéger. Donc ça joue un peu comme une forme de mécanisme de défense en fait. La parole devient une manière de se défendre. Et voilà. Mais en même temps, une fois que la parole se défend, après je peux parler de trucs beaucoup plus doux. Alors je sais pas si j'ai vraiment d'exemple, il faudrait vraiment que je regarde ce que je dis. Mais il y a des moments où je vais pouvoir ouais, être beaucoup plus en fait sincère, mais sincère ça veut presque dire presque dans un non-discours, dans un vide. Et des fois je suis presque plus proche finalement de quelque chose quand je danse. Donc il y a des moments où je danse, ou quand je fais de la musique. Et ces moments-là sont presque un petit peu la continuité du langage ou du non-langage, je sais pas. Puisque c'est une espèce de, comme j'en parlais, c'est comme s'il y avait en amont du langage une espèce, comme je fais là un petit peu, une sorte, dans une improvisation, où en fait je n'essaie pas de contrôler ce que je dis, et c'est un espèce de flux comme ça, un flux constant, mais qui vient d'une énergie, d'une libido, d'un désir peut-être, mais ça dépend de ce qu'on appelle désir, et qu'en fait elle est canalisée, elle est sublimée dans le langage, mais elle pourrait l'être dans d'autres choses. Cette énergie, elle peut être sublimée dans le corps,
donc ça devient de la danse, ça peut être filmé dans la musique, donc ça devient de la musique. Et voilà, et à tel point qu'à un moment donné, par exemple, où je faisais la danse, et donc je filmais l'ombre. Bon, je crois qu'on me voit dessus aussi parce que je dois apparaître comme ça. Mais bon, on voit l'ombre un peu sur le mur, et ça faisait un peu un côté un peu possession. Et c'est vrai que c'était un peu de possession. Même là, je suis possédé un peu. Je suis un peu possédé par la parole qui parle, et qui s'échappe de moi. Mais à tel point que je la contrôle pas, en fait. Enfin, dans le sens où je la censure pas, en fait. C'est ça le truc. Voilà. Bon, là, on est donc... Bon, combien de temps il reste? Bon, un quart d'heure, c'est bien. Bon, du coup, ça va faire un peu... Ah oui, tiens, au fond, là, j'ai fait des sortes de petits... Hop! On voit sur le... Des petits drapeaux. Alors, c'est une idée qui a déjà été faite par d'autres personnes, notamment un étudiant à l'ESI de Poitiers, qui avait fait ça. Mais bon, moi, j'ai généralisé le principe. J'ai fait des drapeaux, parce qu'il y avait une soirée drapeau... avec des étudiants de l'ESI, où il fallait ramener des drapeaux, donc je me suis un peu amusé. J'ai fait un drapeau anarchiste ONU, un drapeau communiste Croix du Chaos, un drapeau Union Européenne Yin Yang, taoïste, et puis un drapeau Gender Fluid copyleft. Donc du coup, ça serait autant de mouvements politiques qui restent à inventer, politiques spirituelles. Et donc, voilà, petit aparté. Bon, je regarde. C'est pas les trucs que j'ai écrits, hein. De toute façon, je crois que je vais écrire assez. Donc, là, je vais essayer de faire un. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui? Non? Je suis dans le cadre, super. Donc, je vais essayer de faire un petit récapitulatif des cours qu'on a eu sur la question du mémoire et de ce que j'en souviens. Donc on a eu des cours avec... bon, je peux nommer les noms, c'est pas... parce que je me pose la question toujours de se dire, est-ce que je peux nommer les noms dans les enregistrements, dans les mémoires, dans ce que j'écris? Et oui, tant que c'est pas diffamatoire, en fait, oui, surtout si c'est des prénoms... Enfin bon, puis là en plus c'est dans le cadre de cours, donc il n'y a rien de méchant, donc je pense pas que ça gêne en fait, il faut pas que je me bloque là-dessus. C'est comme si, bon, il y a un truc là-dessus sur les noms, c'est comme si dans ce que je faisais, je n'osais pas trop dire le nom de quelqu'un, dire un tel a dit ça, un tel m'a dit ça, ou de retranscrire des discussions sans que la personne soit au courant, parce que, ou sans son accord, quoi, parce que du coup je me dis ça l'implique, voilà. Mais bon, en même temps... bon voilà, si c'est juste... il y a toujours une question de... je peux décrire des actions... voilà, est-ce que je peux dire... Margot m'a dit tel truc sur mon mémoire, et puis oui, je pense que c'est assez... si elle me le dit, c'est que c'est pas non plus... ça nous concerne aussi, et puis que c'est pas non plus privé, donc bon. Voilà, donc on a donc eu des donc, cours avec donc Margot, qui nous disait bien qu'on pouvait se sentir libre de faire n'importe quelle forme de mémoire. C'est vrai que je me suis un petit peu énervé pendant un moment donné sur à partir de ça, de cette fiche-là, donc peut-être que je la reprendrai, je sais pas. Voilà, où j'avais pris des annotations, tout ça. Et c'est vrai que, bon, si je relis vite fait, c'est vrai qu'il y a donc en fait j'ai essayé de reprendre les éléments et peut-être de les déconstruire, mais bon... c'est-à-dire sur le sujet, méthodologie, problématique, la forme du mémoire, tout ça. Parce qu'en fait, c'est comme si justement je voulais me sentir libre de faire la forme que je souhaite et de surtout de pouvoir repousser assez loin la forme du mémoire universitaire que je voulais pas faire. Voilà. Et voilà, bon, je pourrais le réutiliser, mais du coup ça c'est un petit peu voilà, le principe de ce que je veux pas faire, mais en même temps c'était aussi exactement ce que disait Margot, c'est-à-dire
ça c'est aussi justement ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, ce qu'on n'est pas du tout obligé de faire. Surtout pas. Et que du coup, on doit se sentir libre de trouver d'autres formes et de trouver en tout cas la forme qui soit cohérente avec ce qu'on va y faire. Et bon, je suis très content parce que c'est aussi ce que je cherche à faire aussi. Voilà. Donc en fait, si je m'énervais contre cette idée de sujet, etc., c'était aussi m'énerver contre moi-même pour me trouver suffisamment d'arguments pour pas avoir à répondre à ça. Et pour aussi pouvoir l'expliquer, pour pouvoir expliquer en réaction, si je fais pas de sujet, qu'est-ce que je fais quoi. Voilà. Et en fait, ça a été assez bien compris, donc finalement ça va quoi. Mais c'est que j'ai toujours un peu peur que ce que je fais soit mal compris, soit pas accepté en fait, et que donc du coup on me dise bah t'as pas de sujet, donc en fait c'est juste que t'es nul et que t'as pas voulu faire que c'est une manière d'éviter la question, etc. Alors qu'en fait justement intuitivement je sens que ça serait vraiment une défaite de faire un sujet ou une problématique, parce que bon je ferais ça un peu par dépit, mais pas parce que je le souhaite et pas parce que je pense que c'est mieux quoi. Voilà, donc on a aussi des cours avec donc bon, voilà, Margot, donc voilà, il y a un côté un petit peu, voilà, moi j'ai senti avec elle quelque chose d'assez ouvert, on pouvait faire beaucoup de choses, donc ça me plaisait beaucoup. Et pareil aussi avec Thomas Leblond, qui disait la même chose, qui disait que, même si lui est beaucoup sur des questions d'édition, forcément, et qu'on a beaucoup parlé d'édition, voilà, il y a la possibilité, tout à fait, de chercher n'importe quelle autre forme, et que même par rapport à avant, ça a l'air d'être peut-être un petit peu débloqué sur ces questions-là. Et même si c'est ça qu'on avait aussi regardé aussi beaucoup de mémoires, moi c'est peut-être ça aussi qui me, je sais pas, on avait regardé beaucoup de mémoires des années précédentes, et finalement il y a quand même beaucoup de choses qui étaient à l'écrit. Donc c'est vrai que c'était des écrits qui étaient pluriels, il y avait différents registres d'écriture, des fictions, enfin quelques fictions, quelques essais libres, des choses comme ça. Et puis il y avait quelque chose dans la forme du texte aussi qui était des fois assez recherché, dans la forme du livre, mais on restait quand même beaucoup sur des formats livres. Finalement, en tout cas à Angoulême. Il y en a un qui a fait un CD par exemple, un ou deux, qu'on fait des entretiens, mais ça reste, voilà, on est quand même beaucoup sur des formats déjà discursifs, et aussi d'écrit, quoi, voilà. Et moi c'est bon, ça me gêne un peu parce que justement j'ai envie de me dire, est-ce qu'on peut justement est-ce que là, avec les outils qu'on a, on peut pas trouver des formes, et pas juste comme ça pour voir, mais je pense vraiment qu'il y a un potentiel, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais un potentiel de spéculatif ou d'émancipation, enfin, c'est même pas tout à fait ça, c'est c'est même pas juste de la nouveauté, un potentiel d'émergence d'un éclatement d'un éclatement de la pensée. Non, mais il y a toute une pluralité de pensées qui pourrait émerger à partir d'autres outils en fait, et c'est comme si on avait sous la main plein d'outils que bon, pour l'instant on y allait un petit peu tout doucement, alors que je sais pas, moi je me dis bah non, j'ai envie de mettre les deux pieds dedans quoi, j'ai envie de, voilà. Ah bon, je continue un peu parce que, alors voilà, donc on a eu aussi des cours avec Sylvie. Oui, Sylvie. Donc là, c'était plus des exercices d'écriture, et c'était assez chouette aussi parce que du coup, on a pu écrire pas mal à la première personne. Et donc c'est de l'écriture, mais voilà, ça a permis quand même bon, moi, c'était des choses que je faisais déjà un petit peu avec mon journal intime, mais ça a permis de plaquer par écrit des ressentis, des thèmes aussi que je n'osais pas trop aborder, et puis de le lire aussi, donc du coup de l'affirmer face aux autres, et donc d'être dans un moment d'extimité, pour le coup, qui était assez plaisant, enfin moi ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà, on a eu des cours avec Guy, donc là c'était ça consistait surtout à travailler autour d'écrits d'artistes. Donc il fallait prendre des écrits d'artistes, donc moi j'ai pris Phil Yu et John Cage, notamment un dialogue entre deux qui était assez intéressant, que je pourrais peut-être reprendre ici, je sais pas, sur la question d'une page vide, d'une toile vide comme éducation, et donc ça parle aussi de l'éducation. Donc c'est sur le livre, c'était Enseigner et apprendre les arts vivants de Phil Yu, je crois. Et
Mais bon, il est bien, il y a pas mal de trucs bien dedans. Je pensais que c'était un peu plus fourni que ça, en fait, c'est assez... C'est assez élagué, un peu... Bon, il montre une espèce de collage de texte un peu qu'il a fait. Et voilà, bon, moi ce qui me gênait un peu, c'est vrai qu'on était quand même beaucoup sur des écrits. Et en même temps, bon, on a pu voir aussi différentes topologies d'écrits d'artistes. Voilà, il y a l'idée que bon, c'est pas un... L'écrit d'artiste, c'est d'abord artistique, et donc du coup, on essaie d'expérimenter au niveau de la forme même, au niveau de la forme même du texte. Et... Bon voilà, mais on restait quand même beaucoup encore une fois sur des écrits quand même. Bon. Et en fait, ce qu'on a fait avec, donc on était deux pour bosser sur les écrits de Filio et John Ketch, et on a fait un truc, bon, qu'on avait déjà fait un peu avant, mais là c'était l'occasion de le refaire. C'était du coup de partir du texte, de partir de la matérialité du texte quand on le dit, de commencer en fait à reproduire le texte avec un micro en lisant le texte à haute voix, et puis ensuite en enregistrant ce qui est dit dans le micro, et puis parce qu'on était en salle de son, et en le faisant ensuite en faisant du collage en temps réel, un petit peu du collage de son, et puis ensuite on rajoutait un synthé, puis une batterie, puis du saxophone, et puis on lisait les textes à haute voix. Et puis en fait, d'être dans un espèce de moment d'improvisation musicale qui partent du texte, mais de la partie presque musicale ou rythmique de l'acte de parler, quoi. De considérer l'acte de parler comme une musique, enfin comme un son en fait. Et donc il y avait cette idée-là de John Cage, j'en ai déjà parlé en plus, je crois, mais c'est pas grave, on va le redire. De toute façon, je redirai des trucs en doublon. Donc, entre John Cage, il dit voilà, bon, il y a le son, et il y a la musique, et il y a ce qu'on considère comme la non-musique, mais qu'en fait, si on investit la non-musique qui est vue comme du bruit, alors du coup, on a tout le spectre entre ce qui est de la musique et ce qui l'est pas, et en fait, on aurait un art des sons. Voilà. Et on pourrait prendre l'ensemble du spectre comme l'art des sons. On aurait un dépassement de la musique. Un dépassement de ce qui est considéré comme musique à une époque. Et peut-être que là c'est pareil, est-ce que justement on pourrait avoir ce qui est l'ordre du discours, ce qui est considéré comme un discours signifiant, comme un discours de sens, et ce qui est vu comme du bruit au contraire, et de se dire qu'entre le sens et le non-sens, on pourrait prendre tout le spectre et on aurait l'ensemble des significations en fait, on aurait un art de la signification. Bon, peut-être que c'est un peu comme ça, mais moi j'aime bien. Voilà, ou pareil entre le discours et le non-discours, enfin c'est un peu ce... Et là, bon, ce qu'on a fait un petit peu, c'est entre finalement la signification, on va dire la figuration du langage à travers un ensemble de signifiants, de phonèmes qui s'assemblent et qui donnent des mots, et en fait de déstructurer ce truc-là pour en faire un peu de la musique, et qu'après du coup on mêlait avec du saxophone et tout, donc on en avait carrément une composition musicale, mais qui était liée carrément à l'aspect simplement à l'oralité du son. Et voilà, donc avec ce brouillage un peu des frontières qui était là, et qui permettait aussi une certaine improvisation en fait dans le langage, puisqu'on prenait aussi des textes un peu au hasard en les lisant après par-dessus comme des paroles, mais qui s'ajoutaient au son, et enfin entre la parole, ce qui était de l'ordre de la parole et ce qui était de l'ordre de la musique, du coup on savait plus trop qu'est-ce qui était quoi un peu. Bon. Et non, combien il me reste ? Oula, 1 minute. Bon, et ben ensuite on va finir là-dessus, parce que qui c'est qu'il y avait ? Ah oui, avec Stephen, ah mais j'aurai pas le temps. En fait il me disait que, donc moi je lui parlais un peu de cette idée là mais je vais revenir après du coup, je pensais pas ça. De faire une méthodologie un mémoire qui cherche ses propres outils méthodologiques, et en fait il me disait que ça c'était intéressant, et ça faisait penser à une espèce de mise en abîme en fait, avec deux miroirs qui se regardaient l'un l'autre, mais qui du coup amenait une forme de tautologie, et il m'a dit d'aller voir chez Hegel, dans une forme de spirale comme ça, qui essaie d'englober le plus de choses possible au fur et à mesure. Et moi je lui disais qu'en fait ça allait plus dans une forme de silence, comme une forme de repousser le langage pour arriver à une espèce de creux comme ça, et il me disait dans ce cas-là d'aller voir plutôt chez Beckett. Et ça tombe bien parce que c'est des gens que j'aime bien aussi. Voilà. Et aussi chez le romantisme allemand,